Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, c'est une icône de la protection animale et une infatigable activiste environnementale, une petite fille rêveuse devenue messager des Nations Unies pour la paix. L'ethnologue Jane Goodall, ce sera notre rôle modèle à suivre. Mon rôle modèle dans la vie, vous le savez, c'est Gaël Musquet. Et Gaël a, comme par hasard, une idée derrière la tech. Aujourd'hui, tu nous emmènes à la découverte du premier pulsar par Jocelyn Bell. Tout à fait, c'est une découverte qui a marqué l'histoire de la physique et de l'astronomie. L'occasion de revenir sur les travaux excellents, d'ailleurs, d'un rôle modèle qui a déjà été évoqué ici dans l'école du futur, Jocelyn Bell. D'un rôle modèle à l'autre, évidemment, on y reviendra avec toi. Le talk aujourd'hui, avec une définition, celle du mot illustration, une représentation visuelle dont la fonction essentielle sert à amplifier, à compléter, à décrire ou à prolonger un texte. Ça tombe bien parce qu'on va justement s'intéresser à cette forme de représentation du monde qui nous entoure dans les manuels scolaires notamment et les jeux pédagogiques. Dessiner, c'est gagner, oui, mais c'est aussi apprendre. On en parle tout de suite avec Caroline Taconnet, illustratrice. Bonjour à vous. Bonjour Marjorie. Et avec Anne Tissier. Anne, vous êtes la fondatrice de Schoolbox et School Game. Bonjour Marjorie. Mais d'abord, focus. Et elle a consacré sa vie à l'étude des grands singes et des chimpanzés notamment en révélant leurs secrets, des travaux qui la poussent à défendre sans relâche la préservation de la planète. Le portrait de Dame Jane Goodall avec Édouard Degnaud tout de suite. Elle a dédié sa vie à la protection des animaux. Jane Goodall est une éthologue et anthropologue britannique née à Londres en 1934. Après avoir obtenu un diplôme de secrétaire, elle enchaîne les petits boulots. En 1957, à l'âge de 23 ans, elle est invitée par une amie au Kenya et fait la rencontre du docteur Louis Leakey, un célèbre archéologue et paléontologue kényan. Elle devient rapidement son assistante. 3 ans plus tard, en 1960, Jane Goodall décide de s'installer seule dans la région du lac Tanganyika pour vivre au contact des animaux et notamment des chimpanzés. C'est la plus longue étude de terrain sur les animaux sauvages vivant dans leur environnement naturel. Elle observe, en octobre 1960, un chimpanzé en train de fabriquer et d'utiliser des outils. Cette découverte majeure ébranle la notion d'être humain. À l'époque, on pensait que ce comportement était exclusivement réservé à l'homme. Grâce aux recherches de Jane Goodall, on sait maintenant que les chimpanzés possèdent de nombreuses capacités intellectuelles, chassent pour se procurer de la viande et les membres d'une même famille maintiennent des liens forts et durables toute leur vie. En 1965, elle reprend ses études et obtient un doctorat en éthologie. Dans les années qui suivent, le docteur Jane Goodall reprend ses recherches et fait de nouvelles découvertes sur le comportement des chimpanzés. Ils sont omnivores et non pas végétariens comme on le pensait, et ils sont capables de mener des guerres contre leurs semblables. En 1977, elle crée le Jane Goodall Institute, une organisation mondiale de protection de la vie sauvage et de l'environnement. Aujourd'hui, le docteur Jane Goodall est une fervente militante pour l'environnement et elle se donne pour mission d'alerter l'opinion publique sur les risques encourus par notre planète. Récompensée et distinguée à de nombreuses reprises à travers le monde, elle est notamment devenue messager pour la paix des Nations Unies. Des rôles modèles qu'on retrouvera aussi dans un instant avec toi, Gaël. Tu nous le disais, tu vas revenir sur les travaux notamment de Jocelyn Bell, qui a été un de nos rôles modèles aussi cette saison dans l'école du futur. C'est important pour les enfants notamment que tu entraînes sur la base de Vernon d'avoir ces rôles modèles qui portent aussi haut les valeurs de l'écologie, de la défense de la planète. Bien sûr, moi je suis un pur produit de ces rôles modèles-là, mes profs, des intervenants qui sont venus dans nos classes, ces usines que j'ai pu visiter parce que nos profs essayaient de trouver des sujets et puis des endroits pour nous inspirer, enfants, et qui m'ont fait très tôt constater sur mon île à quel point en Guadeloupe, ce monde était déjà fini, était déjà fragile. C'est très important en fait, surtout avec tous les problèmes que rencontrent ces jeunes aujourd'hui, de pouvoir les inspirer dans nos métiers et qui nous accompagnent régulièrement. Même ici, sur School TV, où je ramène des fois mes enfants. C'est pas faux, on les a déjà vus quelque part dans ces coulisses. Ils existent pour de vrai, je vous jure. C'est intéressant parce qu'on va essayer de comprendre comment l'incarnation par les rôles modèles ou justement par l'illustration aide les enfants à pouvoir tirer leur imaginaire, à pouvoir apprendre aussi, à pouvoir se former des images du monde. On en parle tout de suite pour la première partie du talk avec nos invités du jour, Caroline Taconnet et Anne Tissier.
Et je le disais en ouverture de cette émission, mesdames, la définition du mot illustration, il est vraiment porteur de sens. Une représentation visuelle dont la fonction essentielle sert à amplifier, à compléter, à décrire ou à prolonger un texte. Caroline Taconnet, vous êtes illustratrice et c'est finalement les missions qui vous est confiées quand vous travaillez, que ce soit pour l'industrie du luxe par exemple. On peut citer vos travaux pour Guerlain, pour Arcurial sur la partie art et vente, Louis Vuitton ou encore Vichy, mais vous travaillez aussi avec des éditeurs, des éditrices pour la littérature jeunesse, pour les manuels scolaires, on va y revenir dans un instant. Comment est-ce que vous parlez de votre métier d'illustratrice ? Alors, déjà c'est un métier de passion, hein. Je pense que je vais étonner personne en disant ça. Concernant la partie illustration liée à l'édition, ce qui vient en premier, c'est pas vraiment le dessin en fait, c'est le texte, c'est le contenu. Et c'est pour ça que la première question que me posent tous les éditeurs, c'est qu'ils me font lire le texte et ils me disent: est-ce que ça t'inspire ? Est-ce que ça vous inspire ? Parce que je pense que c'est ce qui vient en tout premier. Et c'est là qu'on va retrouver une belle image et surtout une image qui va dire quelque chose en plus du texte, parce que l'idée c'est pas d'être redondant, c'est pas d'être descriptif, c'est d'amener une dimension, je pense, peut-être parfois poétique ou qui élargit la vision, qui l'ouvre, mais surtout qui l'enferme pas. Donc c'est vraiment c'est un métier qui moi me passionne de ce point de vue-là. Et un métier qui va chercher dans les imaginaires, dans l'inspiration, mais aussi dans votre patte à vous d'illustratrice. Quand un éditeur vient vous chercher, il vient vous chercher pour un style très particulier. Alors oui, je pense aujourd'hui qu'on peut dire ça. J'ai un style qui peut s'adapter aux besoins de mes clients. Mais c'est quelque chose que je vais faire plus dans le monde de la communication. Dans l'édition, je pense que les éditeurs ont repéré mon portfolio sur des bases de portfolio que je ne citerai pas, mais qui sont très répandues, où il y a 15 000 books. Et je pense qu'ils mettent c'est comme ça qu'ils m'ont dit qu'ils avaient fait. Ils mettent de côté ceux qui leur plaisent. Et quand ils ont un sujet, un texte qui résonne avec l'un de ces books, c'est là où ils nous appellent, ils nous disent voilà, j'ai ça, vraiment, je vois vos illustrations dessus. Donc, dans l'édition, ça marche plutôt comme ça. Et cette édition, elle vous emmène justement sur les sentiers ou sur les chemins de l'école. Elle vous ramène sur les bancs de l'école, notamment avec Hachette Éducation. Vous avez réalisé l'iconographie des manuels de français, de 5e notamment, pour L'Oiseau bleu, ce conte merveilleux de Madame d'Aulnoy de 1697. Là, à chaque fois, on vous donne une thématique, par exemple, pour L'Oiseau bleu en particulier, c'était vivre ses rêves, corps et âme. C'est ce qu'on va justement essayer de transmettre à ces enfants par l'étude de ce conte fantastique, de ce conte merveilleux. Et c'est la façon dont il va falloir, que vous puissiez aller chercher ces inspirations, puiser dans cet imaginaire pour pouvoir l'illustrer. Oui, surtout pour les 5e, il faut un tout petit peu adapter l'image à l'âge de son interlocuteur, de même que les mots sont très soigneusement choisis dans les manuels pour chaque âge. C'est pareil pour les dessins. Donc, dans un style donné, on va quand même essayer de s'adapter. Et pour ce conte, il y a plein d'éléments. Il y a même une page que j'avais au départ mal... il y avait plusieurs façons d'interpréter un texte. On a dû se référer à l'auteur, décider. Il y avait une histoire d'un grand miroir que moi j'imaginais comme un lac. Et en fait, c'était une paroi rocheuse. Donc moi, j'avais dessiné quelque chose, quelqu'un qui se reflétait dedans comme Narcisse. Et en fait, non, c'était comme un miroir debout. Donc c'est amusant. On est vraiment très proche du texte. Et il y a un côté très académique comme ça. Et moi, j'adore ça. J'adore les mots. Et c'est vraiment... Ce travail sur les manuels, c'est l'occasion de se rapprocher des mots et des contenus académiques. Je trouve ça passionnant. On va revenir justement dans un instant à vos autres travaux, notamment ceux qui vous ont parfois posé plus de cas de conscience. Mais d'abord, on se tourne vers Anne Tissier parce que Anne, vous êtes la fondatrice de Schoolbox et de School Game. School Game, c'est donc ce jeu qui arrive là pour l'été, qui va être une véritable alternative au cahier de vacances. Et pour vous aussi, se référer au programme, se référer au texte, se référer à l'image, c'est important parce que vous avez envie, avec Schoolbox et avec School Game en particulier, de pouvoir apporter cet outil pédagogique en plus aux enfants, mais qui est un jeu. On n'a pas l'impression d'apprendre quand on joue avec School Game. 240 questions exactement du CP au CM2 pour parcourir ce programme. C'est donc l'anti-cahier de vacances.
Absolument. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter de cahiers de vacances pour ses enfants l'été, mais on a quand même beaucoup écouté les gens et ça reste quand même un gros cas de conscience pour les parents. Est-ce que je mets un petit peu l'esprit en jachère pour mon enfant durant tout l'été? Est-ce que je le fais travailler, mais le temps de repos est quand même nécessaire? Donc, nous, dans la continuité de Schoolbox, où vraiment l'ADN, c'est de comprendre les fondamentaux, d'avoir une bonne acquisition de ces notions fondamentales qu'on apprend en école élémentaire, donc du CP au CM2, c'est vraiment d'apprendre en s'amusant. Et ce qu'on voulait, c'était effectivement proposer quelque chose pour l'été qui puisse ne pas être de l'écrit, qui puisse ne pas être contraignant pour l'enfant, mais où, sans avoir l'impression de travailler, finalement, il revoyait son programme scolaire de l'année. Et puis, c'est un jeu qu'on peut transporter partout, c'est un petit jeu de cartes. On peut jouer en famille ou entre amis. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi surprendre ses parents et les battre, parce que finalement, il y a beaucoup de choses dont nous, adultes, on ne se rappelle pas, des notions de grammaire, des notions de géométrie, etc. Donc, nos enfants peuvent nous étonner. Absolument, ils nous étonnent tous les jours d'ailleurs. Ça veut dire que vous misez vraiment sur le ludo pédagogique, le ludo-éducatif. Notamment, c'est intéressant de se souvenir que l'UNICEF considère le jeu, purement et simplement, comme une stratégie essentielle pour apprendre. Vous avez co-construit School Game, notamment avec des psychomotriciens, avec des orthophonistes. Comment est-ce qu'ils vous ont guidé dans la construction justement de ces cartes et des parties de School Game ? Alors, sur la partie orthophonie, c'est vraiment sur l'expression plutôt écrite des questions qui sont rédigées par des professeurs des écoles. Les psychomotriciens, c'est plus sur la partie Schoolbox où là, on favorise la motricité fine. Donc, c'est des solutions qui sont 100% sans écran parce que ce sont des âges entre 7 et 11 ans où l'enfant, dans sa construction, a besoin de développer cette motricité, et son développement a besoin de développer cette motricité fine. Et donc, c'est là où les psychomotriciens ont fourni du matériel pédagogique qui permet de bien comprendre la notion qu'on étudie. Ça peut être des cercles de fractions, des petites horloges en bois pour l'enfant, pour tourner les aiguilles, etc. Parce que l'apprentissage passe quand même par le geste, surtout à ces âges, et on ne peut pas se passer de cette partie motrice pour l'enfant. C'est extrêmement important. Il y a la motricité, il y a le fait de pouvoir aussi échanger autour des questions. Alors vous le disiez, on peut battre ses parents, oui, mais on peut aussi du coup constituer des équipes, je crois, avec School Game, donc plusieurs enfants d'âges différents aussi qui peuvent se challenger sur des parties de programme, s'amuser à apprendre aux autres des programmes qu'ils ont vus dans l'année notamment. On valide ses connaissances, en fait, on apprend à se faire confiance, mais toujours pareil, on a cette illusion du jeu, cette joie qui fait qu'on apprend sans s'en rendre compte. Absolument. Et ce qui est très important aussi dans ce jeu, c'est donner confiance à l'enfant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a fait le choix de ne pas du tout noter de niveau scolaire, même si c'est vraiment le programme du CP au CM2. L'enfant choisit une lune, donc une pleine lune, un croissant de lune ou une demi-lune, en fonction du niveau et où il en est dans le cycle, ou en tout cas du niveau que lui ressent. C'est-à-dire qu'un enfant de CM2, s'il veut se prouver qu'il peut dire les bonnes réponses, peut choisir plutôt un niveau en dessous. Donc, il va choisir une lune. Donc, il ne va pas se dire je vais choisir du CE1 ou du CE2. Mais en tout cas, plus il va pouvoir répondre à ces questions-là, plus il va se faire confiance et puis après pouvoir répondre aux autres. Et de même, un enfant qui au CP saurait déjà lire, etc., pourrait choisir du CE1, du CE2. Donc, ça permet aussi de se challenger, mais toujours vraiment de garder confiance en lui. Et cette confiance, elle vient aussi de la façon dont on peut se projeter. J'essaie de raccrocher justement les points communs entre vous deux, mesdames, parce que c'est vrai que vous mettez une attention toute particulière, vous portez cette attention à l'iconographie des cartes de School Game, à la façon dont justement vous allez pouvoir travailler avec, je crois, une illustratrice en l'occurrence, pour donner une représentation assez différente, un graphisme assez différent à ces cartes. L'idée, avant tout, c'est quoi? C'est que l'enfant puisse se projeter dans alors les questions, j'allais dire les exercices, mais non, justement les questions de jeu qui lui sont posées. Absolument. L'idée, c'est... alors vraiment, pour Schoolbox, on a développé des personnages auxquels les enfants peuvent s'identifier, donc ça, c'est très important. Et l'illustration
Et moi, j'ai bien aimé le mot prolongement, en fait, et le prolongement d'explications, de questions, de consignes, etc. Et finalement, par l'image, l'enfant peut forcément mieux comprendre ce qu'il est en train de lire. Et c'est même parfois les images, comme vous l'avez expliqué, sur une paroi ou sur une rivière ou un lac. On pense des choses parfois en lisant un texte et l'illustration vient appuyer et nous montrer qu'on a mieux, enfin qu'on comprend bien ou qu'on avait mal compris et du coup ça oriente mieux notre compréhension. Et puis je pense surtout sur l'imaginaire, sur la représentation. Alors nous on a choisi de faire vraiment des illustrations, notamment on a beaucoup d'enfants, mais d'enfants très représentatifs pour que chacun puisse se reconnaître dans l'enfant. Donc on n'a pas classifié. On a plutôt des enfants qui sont assez singuliers. C'est vraiment le style de l'illustratrice. Mais moi, ce qui m'intéresse, moi, je n'ai pas du tout la prétention d'illustrer. Je n'ai pas ce don, malheureusement, qui en effet est une passion plus qu'un travail, j'imagine. Mais est-ce que vous vous mettez dans la peau de l'enfant quand vous imaginez ? Ça, c'est une question que je me pose toujours. Ou est-ce que c'est vraiment votre style ? Je vais être honnête, je ne pense pas me mettre dans la peau de l'enfant. Mais je pense que j'ai une grosse partie d'enfant en moi. Donc, qu'est-ce que ça compte ? Et je le montre à mes enfants. J'ai 3 enfants et je les teste beaucoup sur eux, mes images. Ah oui, c'est même les images que je fais pour autre chose que la jeunesse. Parce qu'ils ont un bon œil, l'air de rien. Ah oui, on le fait pour leur œil à eux, en fait. Et j'aime bien la spontanéité des feedbacks d'enfants. Ça n'a pas de prix. C'est beaucoup fatigant, mais... Il faut dire qu'ils ont été à bonne école aussi, Caroline, parce qu'ils vous voient travailler, ils vous voient justement pouvoir traduire ces mots en images. Est-ce que c'est là aussi, finalement, une des missions de l'illustrateur et de l'illustratrice, être le traducteur, finalement, à la fois des émotions dans le texte, à la fois des intentions aussi d'un auteur ou d'une conceptrice de jeu, par exemple. Comment est-ce qu'on arrive à se mettre, en fait, dans finalement, ce chaînon manquant qui est donné à voir par cette incarnation du dessin, ce que le texte nous laisse peut-être encore deviner. Ce qui est, je ne saurais pas répondre pour tout le monde, mais moi j'ai l'impression, ce qui me donne des indices pour répondre, c'est que quand on met un texte et puis plusieurs versions d'illustration, parce que parfois on me dit on n'aime plus les illustrations qu'on avait, ou c'était des photos ou des vieux tableaux, on voudrait les remplacer par du dessin, et on peut comparer les doubles pages, c'est-à-dire on compare comment c'était avant et comment c'est avec les illustrations que je viens de réaliser. Et puis, on se fait une idée. Donc, c'est soit on va trouver ça plus vivant, plus moderne. Ça amène autre chose, en tout cas. C'est différent. Et ce différent, je crois que c'est de l'ordre quand même de l'émotion. De l'émotion et de l'attachement qu'on va pouvoir créer avec le texte. Et avec l'apprentissage. Parce que c'est quand même ça. Et moi, j'aimerais appuyer sur le côté ambitieux de ces manuels, que je trouve d'une richesse extraordinaire. Et peut-être que je n'en avais même pas conscience avant de les illustrer, parce que je ne crois pas que je rentrais dans ce niveau de détail. Ouais. Donc j'invite les parents à ouvrir les manuels des enfants, parce que c'est vraiment bien fait, quoi. Et il y a une véritable richesse, et vous le disiez aussi, il y a du dessin, mais il y a finalement plusieurs outils pour les éditeurs et les éditrices en matière d'iconographie, du dessin, de la photo. Il peut y avoir aussi peut-être d'autres formes à proposer, à inventer, et puis surtout ces manuels scolaires, et j'imagine que c'est la même chose aussi quand on lance un jeu comme School Game pour vous, Anne. On ne va pas le refaire à toutes les rentrées scolaires, si j'ose dire. Donc il va falloir aussi qu'ils puissent suivre les évolutions du programme dans le temps. Quels sont du coup les guidelines vers lesquels vous envoient ces éditeurs et ces éditrices quand ils vous contactent pour pouvoir participer à un des manuels ? Il faut que ça reste suffisamment évocateur, mais sans que ce soit marqué trop dans le temps et dans une mode notamment, par exemple, de dessin, ou une référence qui serait beaucoup trop datée. Ça m'a jamais été demandé. Non, je pense que vraiment, quand l'éditrice contacte tel ou tel illustrateur, en général, on finit par avoir l'habitude de travailler ensemble parce qu'il y a une affinité. C'est vraiment parce qu'elle sait que le style va coller avec une bonne alternance dans le manuel. On arrive assez tard, en fait, très tard dans le process. Parce que, pour une bonne raison, c'est qu'en fait, nous, on a besoin de connaître les dimensions dont on dispose. Parce qu'on ne va pas composer pareil une image hyper verticale ou hyper horizontale. C'est très, très basique, mais on est obligé d'arriver en fin de process. Et du coup, les textes sont très aboutis, les questions sont très abouties, et ils savent ce qu'il y a dans le reste du manuel. Donc, le choix, il est fait avant, en choisissant l'illustrateur, je pense.
la cerise sur le gâteau. C'est le rôle des illustrateurs et des illustratrices. Même question pour vous, Anne. Le choix pour pouvoir incarner les personnages de School Game, il fallait qu'ils soient intemporels avant tout. Oui, absolument. Oui. Et il fallait qu'ils collent vraiment aux enfants. Alors, l'âme d'enfant, c'est évident qu'on peut l'avoir en tant qu'adulte, mais moi, j'ai interrogé beaucoup d'enfants. Par exemple, pour les niveaux CP, CE1, on a fait des petits personnages qui sont des animaux. Au départ, moi, je pensais à des animaux, type un panda, etc. Et en interrogeant les enfants aujourd'hui m'ont dit mais pas du tout, mais tu te trompes complètement. Il faut un tigre, un guépard. Donc, je pense qu'il faut vraiment regarder, écouter les enfants, comprendre aussi leurs souhaits, parce que finalement, c'est pour leur parler à eux. Donc oui, nous, on a fait ces choix-là un petit peu plus tard dans les classes un petit peu plus hautes, où on fait des personnages qui sont vraiment là des enfants. Mais oui, je pense qu'il faut que ça reste intemporel, même dans la façon dont on les habille, finalement. C'est important et chaque détail compte. Oui, tout à fait. Allez, on s'arrête l'espace d'un instant dans cette discussion. On suspend le temps de cette discussion, le temps de faire un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap avec Cheryl Jessica Isengay. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks, where secrets line the border. Retour évidemment sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Caroline Taconnet, illustratrice, et d'Anne Tissier, fondatrice de Schoolbox et de School Game. Dans un instant, on continue notre discussion justement sur l'illustration, la façon dont elle peut transporter des textes, le programme scolaire ou encore des jeux ludo-éducatifs. Mais d'abord, Gaëlle Musquet a une idée derrière la tech. On va tout comprendre des pulsars et notamment du véritable rôle modèle qui a découvert le premier pulsar dans finalement la vie de l'astronomie. C'est Jocelyn Bell, une rôle modèle dont on avait fait le portrait justement avec Edward Newell. Tout à fait. Cette dame en fait a révolutionné la physique, l'astronomie, la radio, même la distribution du temps. Ces pulsars ont eu un vrai impact sur la compréhension de la manière dont fonctionnait en fait
les étoiles, leur vie d'ailleurs, puisqu'en fait tout commence par une étoile en fait qui dans sa vie va évoluer, naître, consommer, fusionner de l'hydrogène. Et en fait le mot pulsar vient de pulsating star ou étoile pulsante. Et en fait c'est des étoiles qui sont en fin de vie. Et à la fin de leur vie, ces étoiles-là en particulier sont des supernovas, donc elles explosent, supernovas. Des supernovas qui sont un peu particulières, parce que ce sont des supernovas à effondrement de cœur. Du supernova qui explose et qui laisse un nuage de gaz, un panache derrière. Là, on va avoir une supernova qui va s'effondrer sur elle-même, où en fait, on ne va avoir plus que des neutrons qui vont être dans cette étoile, qui va, imaginez la taille du Soleil, devenir très 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 petite. On est quelques dizaines de kilomètres de diamètre, on a à peine 20 kilomètres de diamètre, mais qui vont être très lourdes. Et elles vont se mettre à tourner très vite. Et cette rotation autour de leur axe va créer une espèce de phare électromagnétique, une onde en fait, qui va partir sous forme de cône des deux côtés de l'étoile, sur son axe magnétique, qui va tourner. Et quand on a la chance d'être dans le cône de ces étoiles, cette onde électromagnétique va être tellement puissante qu'elle va être reçue sur Terre via nos radiotélescopes en fait, qui les entendent. Et du coup, ces étoiles, quand on les entend, elles émettent un petit son, en fait, passe devant en fait, ces radiotélescopes, une espèce de pulsation, tech, 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 où fonctionne la fréquence de l'étoile. Aujourd'hui, on en a à peu près 2000 qui ont été découverts. Et c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir identifier justement ces pulsars, c'est grâce au son qu'elles émettent. Tout à fait, ces ondes électromagnétiques-là, elles vont être décodées par des grandes antennes. Alors, on a perdu le radiotélescope d'Arecibo à Porto Rico, malheureusement, qui a été détruit. C'est une grande antenne de plusieurs centaines de mètres qui a été immortalisée dans James Bond. Et en fait, ces travaux-là, ils sont issus des recherches de Jocelyn Bell. C'est un peu un hasard. Elle était en train de régler ses instruments. Elle était à l'époque, en 1967, doctorante dans le laboratoire de Cavendish de l'université de Cambridge. Et c'est en réglant ses instruments qu'elle s'est rendue compte qu'elle entendait un petit tech, 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 tech. Et si, d'où ça peut venir. Et en fait, elle s'est rendue compte que ces signaux-là, ils étaient périodiques, c'est-à-dire que, réguliers, donc de l'ordre de la seconde, mais en plus, ils n'apparaissaient toujours au même moment de la journée. Et donc, ça suivait le mouvement sidéral en fait, des étoiles, ce qui éliminait les sources terrestres, puisque sinon le signal aurait été continu, on l'a entendu tout le temps. Les sources satellites artificielles commençaient à être lancées à l'époque. Donc là, on aurait quelque chose de périodique, mais plusieurs fois dans la journée. Là, on était vraiment sur quelque chose qui, en fait, apparaissait et disparaissait avec la course des étoiles. Ce qui a bien sûr émis et permis d'avoir en fait, cette hypothèse qu'il s'agissait d'étoiles. Elle en a découvert quand même 3. Elle les appelait au début les LGM pour Little Green Men, parce qu'on pensait que c'était des petits hommes verts qui émettaient, c'est une civilisation extraterrestre qui émettait en fait ces signaux. Et elle a malheureusement pas été récipiendaire du prix Nobel. C'est son maître pas de stage, ce stage, j'étais doctorante à l'époque, c'est Anthony Hewish en fait, qui reçoit ce prix Nobel, pas elle. Ce qui a quand même fait un scandale à l'époque. C'est-à-dire que le directeur de thèse qui s'approprie les travaux de sa doctorante, on a fait mieux en matière de parité. Complètement, mais on estimait qu'elle n'avait pas saisi complètement... Ça doit être ça. Ça doit être ça. Elle n'a pas, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, quand on regarde un peu les travaux de Jocelyn Bell, tout ça a été illustré. Elle a émis une espèce de partition, en fait, qui permet de retracer les pulsations, en fait, de ces étoiles. Et dans son malheur, elle a été récompensée encore jusqu'à l'année dernière. Elle a reçu énormément de fonds. Et du coup, elle utilise d'ailleurs maintenant ces fonds pour pouvoir mettre en avant des femmes et des personnes issues des diversités qui ont eu des travaux scientifiques marquants, les encourager à continuer leurs travaux. Et ces pulsars, en fait, d'une grande régularité, permettent aujourd'hui de se repérer dans l'espace et dans le temps. Travailler beaucoup sur la théorie de la relativité. Einstein a eu, grâce à ces pulsars, confirmation de ces théories. Et depuis 2011... À Gans, l'église Sainte-Catherine héberge un radiotélescope qui a 16 antennes sur son toit et qui permet de synchroniser les horloges de la Pologne
Et ce signal est répété d'ailleurs dans le Parlement européen. C'est le pulsar PSR B0329+54, donc ses coordonnées, qui permettent de synchroniser les horloges de la Pologne, mais aussi du Parlement européen. C'est un pulsar qui est circumpolaire, c'est-à-dire qu'il ne se couche jamais. Il est dans la constellation de la girafe, dans l'hémisphère nord, en tout cas sous nos latitudes, ce qui permet de le recevoir en permanence toute la journée, de jour comme de nuit, et de pouvoir toujours synchroniser ces deux-là. Et le compositeur malheureusement disparu en 1998, Gérard Griset, a utilisé le son de ce pulsar pour pouvoir créer une œuvre de percussion qui s'appelle Le Noir de l'étoile. On voit encore quel point les travaux scientifiques peuvent illustrer et inspirer les milieux de l'art et de la culture. Absolument, de la découverte du premier pulsar jusqu'à l'inspiration justement musicale et finalement faire battre à l'unisson le cœur des Européens, c'est un peu ça aussi. Complètement. Les transports et les travaux politiques. Bravo Gaël Musquet, c'est vrai qu'on voyait quasiment les images de ces pulsars se dessiner quand Gaël en parlait. Caroline, comment est-ce que vous illustreriez justement la découverte de ce premier pulsar? C'est intéressant. Tout de suite, je me pose la question comme vous. Moi, je découvrais de nouvelles choses à dessiner. J'ai jamais dessiné l'univers. Ce serait vraiment une belle chose. Et puis, j'aime bien l'idée de donner un mouvement et qu'on comprenne un mouvement dans le trait. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait tout de suite à choper. C'est-à-dire, tant que j'arrive pas à ce qu'on comprenne cette pulsion-là, ce serait un petit challenge très intéressant. Challenge à relever pour les prochaines chroniques de Gaël Musquet. Anne, dans School Game, on l'a dit, on va pouvoir en 240 questions pendant l'été, justement, jouer autour des programmes du CP jusqu'au CM2. Est-ce qu'il y a aussi des questions sur l'espace, notamment, parce que c'est un champ d'inspiration infinie pour les enfants? Oui, absolument. Ça fait aussi partie du programme. Donc, sur le système solaire, on a quelques questions. On a aussi des questions sur les planètes, plus globalement sur la Terre, le globe terrestre, pôle Nord, pôle Sud, les points cardinaux. Enfin, voilà, c'est vraiment tout ce qui est au programme est repris. Mais sur la partie scientifique, on a toute cette partie culture où on adresse les questions scientifiques, bien que ce soit quand même très difficile, parce qu'il y a quand même beaucoup d'observations et beaucoup de manipulations autour des aspects scientifiques. On ne peut pas forcément tout ni illustrer, ni écrire. Et l'enfant, encore une fois, a besoin de faire son expérience et de toucher. Pareil pour les états de l'eau, quand elle passe de l'eau liquide, de l'état liquide à l'état solide, par exemple. Ça, c'est vraiment des expériences qui font que l'enfant peut comprendre ça. Mais oui, le système solaire est abordé également. C'est au programme et c'est très bien. Très bien. Tu sais par cœur que c'est au programme, en effet, Gaël. Oui, entre la classe espace à Vernon, l'observatoire et puis la création de cet observatoire qui découle pile poil de ça, en fait, c'est que ces enfants, malheureusement, n'ont pas toujours accès à la culture ou accès à ces expériences. Alors, manque de moyens, manque de temps. Et donc, du coup, c'est aussi à nous, adultes, professionnels, d'accompagner ces jeunes, ces enfants dans la compréhension du monde qui les entoure. Et on continue justement à comprendre le monde qui nous entoure par le dessin, par le graphisme, que ce soit dans les manuels scolaires ou dans les jeux justement éducatifs. Tout de suite, c'est la deuxième partie du talk. Et on revient justement sur cette étape très particulière qui est celle de pouvoir illustrer, de pouvoir incarner, donner à voir la représentation de ces manuels scolaires et de ces programmes, justement, avec vous deux, mesdames. On a terminé la première partie de notre discussion en revenant justement sur la façon dont on pouvait aller stimuler les imaginaires, notamment des enfants. Je crois que vous avez été dernièrement, justement, mise, j'allais dire, à rude épreuve. Oui, quasiment, Caroline, puisque pour l'illustration d'un manuel, notamment de lycée, vous avez eu un cas de conscience. Comment illustrer un fait historique dans toute sa réalité et son horreur, parce qu'on va le dire en effet de cette façon-là. Comment donner à voir la dureté de la réalité, notamment quand il s'agit en l'occurrence de confronter les lycéens à l'horreur de la réalité de la violence raciale aux États-Unis pendant les années de ségrégation, illustrer ce qu'on appelait les arbres à pendus du Ku Klux Klan. Quelle a été la première question que vous avez posée? Comme d'habitude, l'éditrice m'a dit est-ce que vous le sentez?
Alors, là, c'était un peu plus particulier que d'habitude. Elle me dit, j'ai un dessin un peu spécial dont j'aurais besoin pour le manuel. Il faut savoir qu'il y avait toute une séquence consacrée à l'antiracisme. J'ai illustré une autre nouvelle d'une personne immigrée en Angleterre venant d'Afrique. Et voilà. Et il y avait ce poème donc, chanté par Billie Holiday qui s'appelle Strange Fruits. Et en fait, le poème en lui seul déjà est très parlant, mais il y avait besoin, je crois, d'une image pour fixer les choses. C'est-à-dire de quoi on parle là. C'est très métaphorique tout ça. Ces fruits étranges, eh ben, ce sont des hommes, ce sont des êtres humains. Et en fait, là... Ouais, sur le coup, j'ai fait ça va être un petit peu tendu de dessiner ça. Moi, j'ai un dessin plutôt joyeux, plein de couleurs. Mais là aussi, c'est un challenge. Donc, en fait, moi, ça m'intéresse. Et je me suis dit, il faut trouver une manière que ce soit une image impactante qui fasse comprendre à ces lycéens. C'est des lycéens de terminale. Hein. Voilà. L'horreur de la chose, tout en gardant une dimension poétique. On est sur un poème. Et l'image, elle doit respecter ça. Et sans être gore. Et donc voilà, l'idée de la silhouette et des couleurs quand même assez douces, mais quand on approche le regard, on voit de quoi il s'agit. Il y avait un peu ce côté-là. Si on passe les pages vite fait, on ne voit pas totalement ce que c'est. Et puis voilà. Donc c'était un sujet difficile. Il y en a eu quelques autres, pas forcément pour des manuels scolaires, mais sur la question des migrants syriens, voilà. Comment est-ce qu'on trouve le bon trait c'est pas ça, mais c'est-à-dire qu'il faut aussi se documenter. Vous connaissez ça très bien étant journaliste. Et quand on se documente, on tombe sur des images qu'on n'a pas forcément envie de voir. Et donc, voilà, c'est plutôt ça. Mais pour autant, le but, c'est de communiquer des choses aux enfants, de dire attention, c'est quoi la désobéissance civile, c'est quoi le racisme, c'est quoi ce qui a eu lieu, en fait, l'histoire de ça. Donc ça a dépassé mes réticences, parce que dans un cas comme dans l'autre, on a envie de dire, faut pas oublier ces choses-là. Et il faut les transmettre d'une manière qui est entendable, visible par des enfants. L'idée, c'est peut-être pas d'adoucir par le dessin, encore une fois, un fait historique dans toute sa dimension de tragique, dans toute sa dimension d'horrible, mais c'est peut-être de pouvoir trouver la juste mesure pour accompagner aussi l'enfant, que ce soit un collégien, que ce soit un enfant plus petit d'école primaire ou que ce soit un lycéen. Comment est-ce qu'on trouve le bon trait, l'adapter au bon moment, au bon âge pour la bonne compréhension des choses? Eh bien, j'aimerais dire que c'est un processus très réfléchi et je pense que c'est un processus sensible parce que je sais que je m'adresse à des cinquièmes. Je ne sais pas, le dessin que je sors, il est adapté à ce qu'on me demande. Pour les terminales, d'ailleurs, on peut le voir sur mon book, sur mes images. C'est cette jeune femme immigrée qui est dans le métro londonien. Je pense que c'est une image qui est beaucoup plus mature. Avec un même trait, une même technique, on arrive quand même à aller sur des... Je pense que ça tient aussi au trait des visages, peut-être plus ou moins détaillés. Mais je ne saurais pas l'expliquer. Est-ce que l'illustration peut tout montrer justement sans trahir la réalité? J'imagine, Anne, que c'est aussi une question que vous vous posez quand vous proposez justement ces nouvelles illustrations pour School Game et pour les 240 cartes qui vont être proposées à ces enfants du CP au CM2 pour pouvoir jouer tout en continuant à apprendre pendant l'été. Bien sûr. Après, on adresse quand même des sujets beaucoup moins sensibles. Il faut remettre en perspective. Nous, c'est des enfants, c'est vraiment des sujets de programme scolaire officiel. Donc, on va aborder un petit peu l'exode rural, on va aborder le travail des enfants mineurs également. Tout ça, c'est étudié en histoire pour les plus grands CM1, CM2. Mais on n'est quand même pas sur des sujets tels que ceux-ci. Et je pense, j'aime beaucoup l'image, le dessin que vous avez fait avec l'arbre. Je trouve que la représentation est absolument bourrée d'émotions et c'est vraiment... encore une fois, il faut avoir vraiment l'imaginaire pour produire quelque chose comme ça. Et je pense que sur de l'enfance, on est vraiment, encore une fois, sur du ludique, du coloré, parce que ça reste encore de la petite enfance. Là, vous vous adressez quand même à de jeunes adultes, finalement. Et je pense que, par rapport à la question, est-ce que l'illustration peut représenter la réalité ? Je pense que oui, parce que les illustrateurs ont ce petit supplément qui fait que
ils arrivent justement à faire passer des choses que ceux qui n'ont pas ce don-là ne savent pas, mais comme on pourrait le faire au travers de la musique. Et oui, je pense qu'on peut représenter la réalité, et c'est ce que vous faites effectivement avec cette personne dans le métro. Enfin, finalement, c'est la vie en fait que vous représentez, et puis c'est parfois l'horreur aussi. Mais ça s'adresse pas aux mêmes populations. Et je pense que ce sont quand même de jeunes adultes, et les enfants, comme vous le disiez, ont accès à beaucoup d'informations, beaucoup d'images, notamment sur Internet, les réseaux sociaux, etc. Donc, il y a peu de choses qu'on peut leur cacher aujourd'hui, malheureusement. Et donc, les illustrations, c'est aussi une bonne manière de faire passer des messages au travers le trait de crayon de quelqu'un qui sait bien faire. Est-ce que vous sentez d'ailleurs qu'il y a une compétition quelque part entre les images, en effet celles que les enfants peuvent directement se procurer en ligne, se partager sur les réseaux sociaux, et la façon dont vous allez finalement désamorcer parfois le choc de certaines images, accompagner aussi dans la façon de donner à voir la représentation de ces programmes et de ces faits-là? Ah, ça, c'est un sujet compliqué qui dépasse celui de l'illustration, je pense. Mais ouais, ils sont clairement exposés à beaucoup plus d'images que nous au même âge. Moi, je pense que s'ils ne vont pas voir complètement n'importe quoi, ils savent les digérer. Ce qu'il faut mettre en place, c'est qu'ils viennent voir l'adulte, le parent, l'adulte référent, quand ils ont un problème avec une image. Et je pense qu'à partir du moment où ils font cette démarche, et où ils savent qu'ils ont assez confiance pour faire cette démarche, qu'ils ne vont pas non plus se faire gronder parce qu'ils ont regardé un peu trop. Moi, je suis en confiance à partir de ce moment-là. Voilà. Et la confiance, c'est justement, finalement, le contrat sur lequel va se baser aussi ces livres, ces manuels, parce qu'on a confiance quand on ouvre un manuel scolaire, on sait qu'on va pouvoir du coup le suivre au fur et à mesure. C'est important, Anne, ce que vous disiez tout à l'heure, parce qu'encore une fois, School Game va s'appuyer sur les programmes pour les scolaires pour les CP et les CM2. Quand on vous confie l'illustration de nos manuels, est-ce qu'on vous dit restons le plus possible collés justement au programme, ou on vous donne quand même, on vous dit allez, on peut prendre des libertés quand même de temps en temps? Parfois, il y a des sections du manuel qui permettent plus de liberté, où on va... je vais rentrer trop dans les détails. Mais généralement, la prise de liberté, elle est prise par les auteurs et l'éditrice. Il y a vraiment un travail de chef d'orchestre qui arrive avant que moi, je sois intervenante. Et moi, mon rôle, c'est de servir, encore une fois, le contenu. De même que si j'étais missionnée pour faire des cartes de jeu, j'avais fait des livrets d'escape game. Ouais. Et là, on a des choses complètement différentes. C'est-à-dire, effectivement, je ne cherche pas à montrer la réalité, je cherche à faire jouer, à faire deviner. On est sur quelque chose de... Donc, ce que je retiendrai, c'est que l'illustration, elle est vraiment au service d'eux. Et elle porte bien son nom. On n'est pas dans une activité artistique pure. On est plutôt dans une activité d'artisanat au service d'un contenu. Voilà, c'est comme ça que je le vis. School Game, on peut le retrouver donc tout au long de l'été, et pas que, évidemment. Une fois qu'on a ces cartes, on peut continuer à jouer tout au long de l'année si on le souhaite. On trouve aussi beaucoup d'outils dans Schoolbox, qui est le modèle qui préexiste à School Game. Comment est-ce que ça se passe ? Absolument. En fait, dans Schoolbox, c'est donc ce qu'on appelle une box mensuelle par abonnement. Donc l'enfant la reçoit chaque mois dans sa boîte aux lettres, et il trouve du contenu scolaire, donc en fait des fiches pédagogiques qui sont encore une fois rédigées par des professeurs des écoles, qui reprennent toutes les notions fondamentales qu'il voit en classe avec son maître ou sa maîtresse. Alors c'est aussi c'est valable pour les gens qui sont en IEF, donc ce qu'on appelle l'instruction en famille, qui font l'école à la maison pour leurs enfants. Il y en a beaucoup. Mais en tout cas, on suit vraiment le programme scolaire, et on essaye de suivre la programmation et l'évolution tout au long de l'année, donc de septembre à juin. Et après, on sort une boîte un petit peu plus ludique pour l'été. Donc on a vraiment cette partie de contenu scolaire où on valide l'acquis au verso avec des petits exercices un petit peu ludiques, toujours un peu illustrés, un petit coloriage magique, des points à relier, des rébus, des petites devinettes, etc. Après, on a le contenu plutôt très pédagogique qui va être du matériel Montessori pour manipuler,
voilà, et bien comprendre. On peut élargir un peu, si on étudie un petit peu de botanique, on va leur fournir des petites graines à planter, un pot, de la terre, voilà. Et puis toujours un cadeau surprise. Donc là, on essaie d'avoir des partenariats avec des marques et des créateurs français pour la partie récompense. Et puis on a aussi la partie curiosité où on va leur expliquer tout au long de l'année des choses qu'ils ne voient pas forcément à l'école. Qu'est-ce que c'est les vendanges? C'est quoi l'origine d'Halloween? Comment on fait une galette des rois? Enfin voilà, on essaye d'élargir un petit peu, même si l'école le fait très bien. Mais l'école n'a pas le temps de tout faire. Donc voilà un petit peu la partie travail, la partie manipulation, la partie récompense du travail. On essaye d'avoir quelque chose d'assez complet. Ouais, une box totalement lisique sur la façon dont elle peut donner justement des outils en plus pour mieux apprendre. On vous retrouve donc directement sur le site de Schoolbox pour pouvoir commander notamment ces cartes de jeu pour l'été, pour être fin prêt à jouer et à pouvoir approfondir ces notions. Merci infiniment Anne Tissier d'avoir fait un tour sur le plateau de l'École du Futur. Caroline Taconnet, on peut évidemment retrouver vos illustrations. Ce sera dans les manuels édités par Hachette Éducation, notamment pour les classes de 4e, pour les classes de 5e. On vous retrouve aussi justement en manette de l'illustration de beaucoup de livres jeunesse, notamment Pourquoi j'ai mangé un lion, si je ne dis pas de bêtises. Merci infiniment aussi d'être venue témoigner de ce métier d'illustratrice ici dans l'École du Futur. Et merci, comme toujours, à Gaël Musquet, évidemment, sans qui cette émission ne serait pas la même, réellement. Merci, Marjorie. Allez, on se retrouve dès demain pour un autre épisode de l'École du Futur.